On dit que la patience est la mère de toutes les vertus. Je l'ai appris en dirigeant un club de golf où des millionnaires piquent des crises de nerfs pour un putt raté d'1 mètre, mais rien ne m'avait préparé à la nuit où l'ami de ma femme s'est levé lors de notre gala de charité pour me remercier d'être aussi aveugle. Une seule phrase de ma part a glacé la salle entière. Je m'appelle Marc Boucharon. J'ai 44 ans et je dirige le golf du domaine de Beauvallon depuis 11 ans. C'est une belle vie, gérer un club privé où avocats et médecins viennent oublier leur stress sur 18 trous. Je connais chaque membre par son nom, chaque conjoint, chaque enfant qui a appris à swinger sur notre practice. Je pensais connaître ma femme aussi. Alice et moi étions mariés depuis 8 ans. Elle avait apporté 2 enfants dans notre mariage, Guillaume et Chloé, nés de son premier mari, Stéphane. Il était une épave à l'époque, noyant son mariage dans l'alcool jusqu'à ce qu'elle parte enfin. Je suis intervenu quand Guillaume avait 12 ans et Chloé 9. Je suis devenu le père dont ils avaient besoin. J'ai appris à Guillaume à lire un green, à serrer la main avec assurance. J'ai aidé Chloé avec ses devoirs de maths. Je l'ai conduite à l'entraînement de volley chaque mardi et jeudi. Ils m'ont appelé papa au bout de 6 mois. La soirée devait être une célébration. Le gala annuel de bienfaisance de Beauvallon. Tenue de soirée exigée. 200 invités. Le champagne coulait à flots sous les guirlandes lumineuses de la terrasse principale. J'avais tout organisé moi-même, dans les moindres détails. Alice était éblouissante ce soir-là dans une robe bleu marine qui accrochait la lumière quand elle bougeait. Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais chanceux. Cédric Imbert était là. Il avait rejoint le club il y a 2 ans, un directeur commercial flambeur avec un index de 12, qui avait toujours une histoire trop longue à raconter. Alice s'était liée d'amitié avec lui via le comité des événements. Ils travaillaient ensemble à la planification des tournois et des ventes aux enchères caritatives. C'est juste un ami, m'avait-elle dit plus d'une fois. Ne sois pas jaloux, Marc. Je n'étais pas jaloux. J'étais aveugle. Le toast a eu lieu après le dîner. Pendant la vente aux enchères, Cédric s'est levé, vers levé, son sourire commercial plaqué sur le visage. Je veux rendre hommage à quelqu'un de spécial ce soir, annonça-t-il, sa voix portant à travers la terrasse. À Marc, notre intrépide directeur de club, qui ignore, on ne sait comment, que sa femme me consulte en privé depuis des mois maintenant. Les rires ont commencé timidement, comme si les gens ne savaient pas si c'était une blague. Puis ils se sont éteints complètement. On pouvait entendre la fontaine derrière nous. L'eau ruisselant sur la pierre. La fourchette de quelqu'un a cliqueté contre la porcelaine. Le visage d'Alice est devenu livide. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé. Je me suis juste levé lentement, j'ai posé mon verre avec soin et j'ai regardé directement Cédric. Merci d'avoir confirmé tout ce dont j'avais besoin, ai-je dit, d'une voix égale et froide. Puis je me suis tourné vers Alice. Guillaume est au courant. Il m'a montré les captures d'écran il y a 6 mois. Une seule phrase. C'est tout ce qu'il a fallu. La salle est devenue silencieuse. Ma femme s'est figée, son expression passant du choc à l'horreur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Elle a su alors que j'avais 10 coups d'avance depuis le début. J'ai quitté cette terrasse avec ma dignité intacte et je ne me suis jamais retourné. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Je ne pouvais pas supporter l'idée de dormir sous le même toit où elle répétait probablement ses excuses. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au club, je suis entré dans mon bureau et je me suis assis dans le noir en regardant les images de sécurité que j'avais extraites des semaines auparavant. Des images d'Alice et Cédric sur le parking après une réunion du comité, se tenant trop près, sa main à lui dans le bas de son dos. Rien d'explicite, mais suffisant. Toujours suffisant si vous savez ce que vous cherchez. Mon téléphone a commencé à sonner vers minuit. Alice, 15 fois. Puis Guillaume a appelé. Papa, t'es où? Sa voix était tendue par l'inquiétude. Je suis au bureau, fils. Je vais bien. Maman pète les plombs. Elle pleure, elle dit que c'est un malentendu. Il fit une pause et j'entendis la colère sous ses mots. Je lui ai dit que je t'avais donné ces captures d'écran. Elle a essayé de dire que j'avais violé sa vie privée. Tu y crois, toi? Je pouvais y croire. Quand les gens se font prendre, ils réécrivent les règles pour se faire passer pour la victime. Guillaume, écoute-moi. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais.
Sa voix s'est raffermie. Chloé panique, par contre. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Maman ne veut pas lui dire la vérité. Je parlerai à Chloé demain. Essaie de dormir. Tu rentres? Pas ce soir. J'ai raccroché et j'ai fixé le cadre photo sur mon bureau que j'avais retourné face contre terre il y a 3 mois. C'était le jour de notre mariage. Alice en blanc, moi en costume gris, Guillaume et Chloé debout entre nous. Nous ressemblions à une vraie famille. Peut-être que nous l'avons été pendant un temps. Mais quelque part en chemin, elle a décidé que je ne suffisais pas. Le soleil s'est levé sur le 18e trou, rose et or, s'étendant sur le parcours. J'ai toujours aimé cette vue. La façon dont la rosée du matin faisait scintiller le fairway comme du verre. J'ai fait du café dans la cuisine du clubhouse. J'ai vérifié mes emails. Il y en avait déjà un de mon avocat. Envoyé à 6h30. Objet, document prêt pour révision. Je l'avais contacté il y a 2 mois. Juste après que Guillaume m'ait tout montré. Des captures d'écran de textos entre Alice et Cédric parlant de se retrouver. Des blagues privées, des messages qui franchissaient toutes les lignes qu'une personne mariée ne devrait pas franchir. Rien de physique que je puisse prouver, mais l'infidélité émotionnelle était claire comme de l'eau de roche. Mon avocat avait rédigé un accord de séparation, le partage des biens, les arrangements pour la garde. Tout ce dont j'avais besoin pour me protéger et protéger les enfants. Ce qu'il y a de drôle quand on est directeur de club de golf, c'est qu'on apprend la patience. Vous regardez les membres jeter leur club après de mauvais coups, quitter le parcours en tempête, perdre leur calme pour un putt raté. Puis vous regardez les bons joueurs, ceux qui respirent, évaluent le lit, choisissent le bon club et exécutent. C'est ce que je faisais depuis 6 mois. Évaluer, planifier, préparer. Alice se croyait maligne, effaçant ses textos, vidant son historique d'appels. Elle ne savait pas que j'avais ajouté un logiciel de contrôle parental à notre forfait téléphonique après la première fois où j'ai eu des soupçons. Légal puisque j'étais le titulaire du compte. Tout ce qu'elle effaçait, je le voyais. Chaque appel à Cédric, chaque message sur leur déjeuner et café, je les documentais. Vers 8h, mon assistant, Lucas, est arrivé et m'a trouvé assis à mon bureau dans mon smoking de la veille. Patron, vous avez une sale tête. Il a posé un croissant et un café sur mon bureau. La rumeur court déjà sur hier soir. Les membres parlent. Laisse-les parler. Cédric Imbert a essayé d'appeler ici ce matin, 2 fois. Je ne lui ai pas passé la ligne. Bien. S'il se pointe, demande à la sécurité de l'escorter hors de la propriété. Il est banni du club. Lucas a haussé les sourcils. Vous pouvez faire ça? Je suis le directeur. Le règlement intérieur me donne le pouvoir de révoquer l'adhésion pour conduite préjudiciable à la réputation du club. Ce qu'il a fait hier soir compte. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti le dossier de membre de Cédric et lui ai envoyé une lettre recommandée. Adhésion résiliée. Effet immédiat, aucun remboursement sur sa cotisation annuelle. Lucas a souri. Mec, vous ne plaisantez pas. Plus maintenant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Alice. J'ai laissé aller sur la messagerie. J'ai regardé la notification apparaître. J'ai écouté son message sur haut-parleur. Marc, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je sais ce que ça a l'air, mais tu as tout faux. Cédric était juste stupide. C'était une blague. Il n'y a rien entre nous. S'il te plaît, rentre à la maison. Chloé demande après toi. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée à la fin. Les larmes étaient évidentes. Il y a 6 mois, cela m'aurait brisé. Maintenant, ça ressemblait juste à du bruit. J'ai effacé le message et je me suis remis au travail. 3 jours après le gala, j'étais assis en face de mon avocat dans son cabinet du centre-ville. Maître Robert Delacroix pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans, il avait traité plus de divorces que je ne pouvais compter. Il a fait glisser un dossier épais sur son bureau en acajou. Vous avez été minutieux, dit-il, impressionné. La plupart des clients viennent me voir émotifs et non préparés. Vous avez des relevés bancaires, des relevés téléphoniques, des titres de propriété, tout organisé par date. J'ai eu 6 mois pour me préparer, ai-je répondu.
Une fois que Guillaume m'a montré ses captures d'écran, je savais que ce jour arriverait. Robert a feuilleté le contrat de mariage qu'Alice et moi avions signé il y a 8 ans. À l'époque, je possédais la maison, j'avais des investissements de mes années de travail dans l'hôtellerie d'entreprise avant de prendre le poste de directeur de club. Le contrat protégeait mes biens acquis avant le mariage sous le régime de la séparation de biens. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage serait partagé, sauf si une partie violait la clause de moralité et d'infidélité que nous avions ajoutée. Cette clause est solide, a déclaré Robert en tapotant la page. Si nous pouvons prouver l'infidélité émotionnelle, et le détournement de fonds conjugaux, vous gardez la maison, les comptes d'investissement, et la Volvo qui est à votre nom. Qu'en est-il des enfants? Guillaume a 20 ans, donc la garde n'est pas un problème. Chloé a 17 ans. À son âge, le juge prendra grandement en compte sa préférence pour la résidence. J'ai hoché la tête, sachant déjà que Chloé me choisirait. Elle avait à peine parlé à sa mère depuis la fête. Alice avait essayé d'expliquer ça comme un malentendu, mais Chloé n'était pas stupide. Elle avait vu le visage de sa mère quand j'avais mentionné les captures d'écran. Il y a autre chose, a poursuivi Robert. La demande d'adoption que vous avez déposée il y a 4 mois pour l'enfant du foyer. Ma poitrine s'est serrée. Mia, 8 ans, yeux bruns, un sourire avec les dents du bonheur sur chaque photo que l'agence envoyait. Je lui écrivais depuis des mois, envoyant des dessins et des livres, planifiant comment nous convertirions la chambre d'amis en sa chambre. L'agence a suspendu la demande lorsqu'ils ont appris la séparation, a dit Robert doucement. Les services sociaux exigent un environnement familial stable pour les adoptions. Jusqu'à ce que votre divorce soit finalisé et que vous puissiez prouver un logement et des revenus stables en tant que parent célibataire, la demande est en attente. Je me suis adossé, sentant quelque chose se tordre dans mon ventre. Mia attendait déjà depuis 3 ans dans le système de placement familial. Maintenant, elle attendrait plus longtemps parce qu'Alice ne pouvait pas tenir ses vœux de mariage. Combien de temps jusqu'à la finalisation? Si elle ne conteste pas, 6 à 8 mois. Si elle se bat, ça pourrait être 1 an, peut-être plus. Elle contestera, dis-je calmement. Pas parce qu'elle veut rester mariée, mais parce que son orgueil ne la laissera pas perdre. Robert a hoché la tête, pas surpris. Alors nous nous préparons à la bataille. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison pendant qu'Alice était au travail. Guillaume m'avait envoyé un texto pour dire que la voie était libre. J'avais besoin de faire mes valises, prendre des documents, des effets personnels. Le plan était de rester dans un appart-hôtel près du club jusqu'à ce que je trouve un appartement. Chloé était à la maison, censée être à l'école, mais assise dans la cuisine avec les yeux rouges et une tasse de thé. Papa. Elle s'est levée rapidement. Elle est venue et m'a serré fort dans ses bras. Et, ma grande. Je l'ai tenue, sentant qu'elle tremblait légèrement. Ça va? Non. Elle s'est reculée, a essuyé ses yeux. Maman essaie toujours de me parler, mais je ne peux même pas la regarder. Elle a fait ça. Elle a tout gâché. Chloé, écoute-moi. Ce qui s'est passé entre ta mère et moi, c'est entre adultes. Tu n'as pas à choisir de camp. Mais je choisis. Sa voix était ferme. Plus vieille que ses 17 ans. Je te choisis toi. C'est toi qui as été là. C'est toi qui voulais vraiment être ici. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle balle de golf dans les côtes. Je l'ai serré contre moi à nouveau, j'ai embrassé le sommet de sa tête. Je prends un appartement, dis-je. 2 chambres, une pour toi, quand tu le voudras. Je le veux maintenant. Je veux emménager avec toi. Attendons que les choses se règlent légalement. D'accord? Mais je te promets que tu auras une place avec moi. Elle a hoché la tête contre ma poitrine. Et pour Mia? Alors elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Nous avions parlé aux 2 enfants des projets d'adoption. Ils avaient choisi des peluches à lui envoyer. En pause pour l'instant, mais je ne l'abandonne pas. Bien. Chloé a reculé, une détermination féroce dans les yeux. Elle mérite une vraie famille, et toi aussi. J'ai fait 2 valises de vêtements, pris mon ordinateur portable et des dossiers importants du bureau à domicile. Avant de partir, je me suis arrêté dans le salon, j'ai regardé les photos de famille sur la cheminée. Une de notre mariage, une autre du 16e anniversaire de Chloé, la remise de diplôme de Guillaume. Tous souriants,
tous des mensonges construits sur une fondation qui se fissurait déjà. J'ai laissé les photos où elles étaient et je suis sorti. La nouvelle s'est répandue vite dans une communauté comme la nôtre. Le domaine de Beauvallon n'était pas juste un club de golf. C'était un carrefour social où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. À la fin de la semaine, mon téléphone était plein de messages. Certains de soutien, d'autres cherchant les ragots, certains faisant maladroitement semblant que rien ne s'était passé. L'appel le plus inattendu est venu de Stéphane, l'ex-mari. Marc, c'est Stéphane. Guillaume m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas. Je me garais sur le parking de l'hôtel. Moteur tournant toujours. Ouais, ça va. J'ai entendu ce qui s'est passé au gala. Je suis désolé, mec. Venant de lui, l'ex-mari d'Alice, le père qui avait disparu dans l'addiction et laissé ses enfants derrière lui, cela semblait étrange, mais Stéphane était sobre depuis 5 ans maintenant. Remarié à une femme nommée Béatrice, travaillant comme conseiller dans un centre de désintoxication. Guillaume avait renoué avec lui il y a 2 ans, prudemment au début, puis plus ouvertement. Merci, dis-je prudemment. Écoute, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais tu as été plus un père pour mes enfants que je ne l'ai jamais été. Guillaume parle de toi tout le temps. La façon dont tu as été présent, dont tu t'en es vraiment soucié. Ça compte. Ma gorge se serra. Ce sont de bons gamins. C'est facile d'être là pour eux. Non, ce sont de bons gamins parce que tu leur as fait sentir qu'il valait la peine qu'on soit là pour eux. Il fit une pause. Je les ai laissés tomber. J'ai laissé tomber Alice. J'ai perdu des années que je ne peux pas rattraper. Mais tu leur as donné la stabilité quand je ne pouvais pas. Quoi qu'il arrive avec ce divorce, ces enfants savent qui est leur vrai père. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur le parking pendant un long moment, digérant cette conversation. Stéphane, le fantôme du passé d'Alice, était devenu un homme meilleur que je ne l'avais cru. Pendant ce temps, je vivais dans une chambre d'hôtel avec 2 valises et un mariage qui avait implosé. Le coup suivant est venu 3 jours plus tard. J'étais dans mon bureau à examiner les demandes d'adhésion quand Lucas a frappé à la porte, l'air sombre. « Patron, on a un problème. Alice est là sur le parking avec Cédric. » Je me suis levé, chaque muscle se tendant. « Quoi ? Ils se disputent fort. » Les membres remarquent. Je suis sorti vers l'entrée principale, je les ai vus près de la Mercedes de Cédric. Alice gesticulait sauvagement, mascara coulé, sa voix portant sur l'asphalte. Cédric avait les mains levées, défensif, reculant. « Tu as dit que c'était juste du flirt, » criait Alice. « Tu as dit que ça ne voulait rien dire. » C'était le cas. « Bon sang, Alice, c'est toi qui n'arrêtais pas de m'envoyer des textos. » Plusieurs membres s'étaient arrêtés, faisant semblant de vérifier leur sac de golf tout en écoutant évidemment. C'était un désastre. Je suis sorti, ma présence les arrêtant tous les deux au milieu d'une phrase. « Alice, tu dois partir maintenant. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous. « Marc, s'il te plaît, on doit parler. » Il m'a menti. Il a fait comme si ce n'était rien, mais maintenant tout le monde pense que je suis une sorte de... « Tu as fait ton choix, dis-je, d'une voix égale. Maintenant vis avec. » Cédric s'avança. « Écoute, mec. Ça a dérapé. Je ne voulais pas que les choses explosent comme ça. C'était juste. Épargne-moi ça. » Je me suis tourné vers Lucas, qui m'avait suivi dehors. « Appelle la sécurité. Fais-les sortir tous les deux de la propriété. Marc, s'il te plaît. » Alice m'a attrapé le bras. J'ai doucement retiré sa main. « Recule. Tu n'es pas membre ici, Alice. Tu n'as aucune raison d'être sur le domaine. Si tu veux parler, passe par mon avocat. » Son visage passa de la supplication à la colère. « Tu vas vraiment faire ça ? Jeter 8 ans à la poubelle pour un malentendu ? Tu les as jetés la première fois que tu lui as envoyé un texto. Un truc que tu ne voulais pas me montrer. » La sécurité est arrivée. 2 gars que j'avais embauchés personnellement. Ils ont escorté Alice et Cédric jusqu'à leur véhicule. Les membres regardaient, chuchotaient. Dès demain, tout le monde en ville serait au courant. Je suis rentré, j'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis assis à mon bureau.
Mes mains tremblaient, l'adrénaline se déversant dans mon système. Je venais d'humilier ma femme en public. De la bannir d'un endroit qu'elle considérait comme sa seconde maison. Mais j'avais aussi tracé une ligne. Plus de négociations, plus de chance, plus de faux-semblants. La Volvo XC60 disparaissant de l'allée fut le premier vrai réveil brutal pour Alice. Je l'avais faite remorquer vers un parking sécurisé un mercredi matin pendant qu'elle était au travail. Légalement à moi, carte grise à mon nom via le programme de leasing de l'entreprise du club. Elle la conduisait depuis 3 ans en pensant qu'elle était à elle. Son avocat a appelé le mien dans l'heure. Votre client est inutilement vindicatif, a dit maître Jean Pradier selon Robert. Prendre son véhicule la laisse sans transport. Mon client récupère une propriété qui lui appartient, a répondu Robert. Elle peut acheter son propre véhicule. Cette même semaine, j'ai découvert quelque chose d'intéressant en examinant nos relevés bancaires conjoints. Le compte montrait des virements réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas. De petites sommes, 50 ou 75 € chaque semaine depuis 8 mois. J'ai appelé la banque, fourni mon identité en tant que cotitulaire du compte, obtenu les informations du destinataire. Les virements allaient à Cédric Imbert. Je me suis assis dans ma chambre d'hôtel en fixant les relevés, faisant le calcul. Près de 2500 € sur 8 mois. Pourquoi ma femme envoyait-elle de l'argent à un homme qui possédait une concession de voitures de luxe et vivait dans une maison d'un demi-million? Robert a déposé une demande de divulgation financière complète le lendemain. Si Alice cachait des actifs ou détournait des fonds conjugaux de manière inappropriée, le juge devait le savoir. La découverte a frappé Alice de plein fouet. Son avocat a appelé pour demander une réunion d'urgence. Nous nous sommes rencontrés au bureau de Robert un vendredi après-midi. Alice était assise en face de moi, maître Pradier à côté d'elle semblant plus vaincu qu'en colère. L'argent était un prêt, a dit Alice doucement. Cédric avait des problèmes de trésorerie l'année dernière. Sa concession était en difficulté. J'essayais d'aider. Avec notre argent, dis-je platement. Sans me le dire. Je savais que tu dirais non. Tu as raison. J'aurais dit non pour donner nos économies à l'homme avec qui tu avais une liaison émotionnelle. Maître Pradier intervint. Il n'y a aucune preuve d'infidélité physique. Marc, ces virements, bien qu'inappropriés, ne constituent pas. Je l'ai coupé, ma voix tranchante. N'insultez pas mon intelligence en prétendant que c'était innocent. Elle soutenait financièrement un autre homme tout en mentant à son mari. C'est une trahison. Qu'ils aient couché ensemble ou non. Robert fit glisser un document sur la table. Nous demandons le remboursement intégral des fonds transférés plus une réallocation des comptes de retraite selon la clause du contrat de mariage. Le visage d'Alice devint pâle. Marc, s'il te plaît. Si tu prends tout, je n'aurai rien. Je ne peux pas me payer un appartement avec mon seul salaire. Tu aurais dû y penser avant de choisir Cédric plutôt que moi. Je ne l'ai pas choisi. Il n'a jamais été comme ça. C'était juste quelqu'un qui écoutait, qui me faisait me sentir intéressante à nouveau. Tu étais toujours au club, toujours à travailler, toujours. Toujours à pourvoir aux besoins, finis-je. Toujours à m'assurer que les factures étaient payées, la maison entretenue, que les enfants avaient ce dont ils avaient besoin. C'est ce que font les maris, Alice. On est présent, on travaille, on ne se défile pas parce qu'on s'ennuie. Elle a tressailli à cela, les larmes commençant à couler. Je n'ai rien ressenti. Il y a 6 mois, ces larmes m'auraient brisé. Maintenant, ce n'était que de l'eau. La réunion s'est terminée avec Robert présentant nos conditions, pleine propriété de la maison pour moi, division du compte de retraite en ma faveur en raison de la faute conjugale, retour de tous les fonds transférés par Cédric Imbert. Et garde partagée de Chloé avec résidence principale chez moi selon la préférence déclarée de Chloé. C'est excessif, a protesté Pradier. C'est la conséquence, a répondu Robert. En marchant vers ma voiture après, j'en ai senti le poids. Je n'étais pas cruel pour le plaisir d'être cruel. Mais je n'allais pas non plus laisser Alice s'en sortir indemne pendant que je ramassais les morceaux tout seul. Elle avait fait des choix. Maintenant, elle vivrait avec. Mon téléphone a vibré. Texto de Chloé. Maman est venue à l'école au déjeuner en pleurant. Tout le monde regarde. Tu peux venir me chercher plus tôt? J'ai répondu immédiatement. J'arrive.
En conduisant vers l'école, j'ai réalisé que c'était des dommages collatéraux que je ne pouvais pas empêcher. Chloé était assez grande pour comprendre ce qui s'était passé, mais cela ne rendait pas plus facile de voir sa mère s'effondrer publiquement. Je me suis garé sur le parking, j'ai trouvé Chloé assise sur un banc devant le bureau principal, son sac à dos à côté d'elle. Elle est montée dans la voiture sans un mot, fixant droit devant. « Ça va ?» demandai-je. Elle s'est pointée en pleurant sur le fait que tu prenais tout, qu'elle serait sans abri, que je devais rentrer à la maison et la soutenir. La voix de Chloé était tendue par la colère. Devant le père de ma copine. Devant tout le monde. Je suis désolé, ma puce. Ne t'excuse pas. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a merdé. Chloé s'est tournée vers moi, les yeux féroces. Je lui ai dit que je restais avec toi. Qu'elle devait gérer sa propre vie au lieu d'essayer de me culpabiliser pour que je la répare. À 17 ans, ma belle-fille avait plus de colonne vertébrale que la plupart des adultes. Je me suis penché, j'ai serré sa main. Fier de toi, Chloé. On va prendre une glace? Absolument. Nous sommes allés chez le glacier local, avons commandé des coupes ridicules dont nous n'avions pas besoin, et nous nous sommes assis dehors dans le froid de février, faisant semblant que tout était normal. Parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. 3 semaines après avoir vécu à l'hôtel, j'ai reçu une invitation que j'avais oubliée. Le dîner annuel des anciens membres de Beauvallon honorant ceux qui étaient au club depuis plus de 20 ans. En tant que directeur, on attendait de moi que je sois présent et que je fasse un discours. Normalement, Alice serait venue avec moi. Cette année, j'y suis allé seul. La salle de bal était bondée, peut-être 150 personnes en tenue de cocktail, réseautant et se remémorant le passé. J'ai serré des mains, fait la conversation, évité les questions sur Alice avec une indifférence pratiquée. Puis je l'ai vue, Amandine Perrault. Elle se tenait près du bar, riant à quelque chose qu'un des membres plus âgés disait. Flûte de champagne à la main. Les mêmes cheveux au burn, le même sourire éclatant, mais plus âgé maintenant. Des lignes autour de ses yeux qui, d'une certaine manière, la rendaient plus jolie. Amandine avait été ma petite amie à l'université. La fille que j'avais failli demander en mariage avant d'obtenir notre diplôme et que la vie nous emmène dans des directions différentes. Elle avait déménagé à Lyon pour ses études supérieures. J'avais pris un emploi à Bordeaux. Nous avions promis de rester en contact et ne l'avions pas fait. C'était il y a 20 ans. Elle m'a vu et son expression est passée de la surprise à quelque chose de chaleureux. Elle s'est excusée, s'est approchée. Marc Boucharon, j'ai entendu dire que tu dirigeais cet endroit maintenant. Amandine Perrault. J'ai souri. Un sourire sincère pour la première fois depuis des semaines. Qu'est-ce qui te ramène? Mon père reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière ce soir. Je me suis dit que je devais venir. Elle fit un geste vers la foule. Je n'aurais jamais pensé te voir ici, cependant. Aux dernières nouvelles, tu étais dans l'hôtellerie d'entreprise à Paris. C'était une autre vie. Je suis revenu dans la région il y a 8 ans. J'ai pris ce poste et je me suis marié. Ta femme est ici ce soir? La question flottait là, chargée d'histoires et de complications présentes. J'ai décidé d'être honnête. Séparé, en instance de divorce, en fait. Son expression s'adoucit de compréhension, pas de pitié. Je suis désolé, c'est dur. Ça l'est, mais c'est aussi nécessaire. J'ai fait une pause et demandé, et toi? Divorcé il y a 3 ans. Pas d'enfant. Séparation à l'amiable. Il voulait déménager à l'étranger pour le travail. Je voulais rester près de ma famille. Nous voulions des choses différentes. Elle a haussé les épaules, prenant une gorgée de champagne. C'est la vie. Nous avons parlé pendant le dîner, rattrapant 20 ans par fragments entre les discours et les applaudissements. Elle était architecte paysagiste maintenant. Travaillait sur des projets de parcs publics. Elle vivait à Annecy, mais rendait visite à ses parents ici chaque mois. Elle ne s'était jamais remariée. Sortait occasionnellement avec quelqu'un, concentrée sur sa carrière. Après la fin de la cérémonie de remise des prix, nous nous sommes retrouvés sur la terrasse surplombant le 18e trou. La même terrasse où tout avait implosé au gala il y a 3 semaines. C'est ici que c'est arrivé, dis-je doucement. Où mon mariage s'est terminé. Tu veux en parler?
Je le voulais, étonnamment. Je lui ai raconté toute l'histoire. Les captures d'écran de Guillaume. Les 6 mois de planification. Le toast de Cédric. Mon départ. Amandine a écouté sans jugement. Juste hochant la tête occasionnellement. Tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart ne l'auraient fait, dit-elle finalement. Je ne me sentais pas gracieux. Je me sentais en survie. Parfois, c'est la même chose. Elle regarda le parcours sombre. Pour ce que ça vaut, le Marc que je connaissais à la fac aurait fait un scandale. Tu as grandi. Il a fallu. Quand tu élèves les enfants de quelqu'un d'autre, tu apprends la patience. Nous sommes restés là dans un silence confortable. Le genre qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissaient bien autrefois. Finalement, Amandine s'est tournée vers moi. Je suis en ville pour le week-end. Voudrais-tu prendre un café? Juste comme de vieux amis qui prennent des nouvelles, rien de plus. J'ai hésité, mais seulement une seconde. J'aimerais bien. Bien. Elle a souri, a sorti son téléphone. Donne-moi ton numéro. Nous avons échangé nos coordonnées, nous sommes dit bonne nuit avec une étreinte qui a duré juste un peu plus longtemps qu'amicalement. En conduisant vers l'hôtel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. Pas pour une romance. Pas encore. Mais l'espoir que la vie après Alice pourrait réserver quelque chose de bon. Que les chapitres à venir pourraient être meilleurs que ceux passés. L'enveloppe est arrivée à mon hôtel un jeudi matin. Transférée du club. Papier couleur crème, écriture élégante, pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte, debout près de la fenêtre. Café refroidissant sur le bureau. Stéphane et Béatrice vous invitent cordialement à leur cérémonie de mariage. Je l'ai fixé un long moment. Stéphane, l'ex-mari d'Alice, l'homme qui avait abandonné Guillaume et Chloé à son addiction, se mariait, et il m'invitait. La cérémonie était prévue pour le 15 avril, dans 2 mois. Lieu, une petite chapelle, réception dans un vignoble. Écrit à la main en bas, Marc, ça signifierait beaucoup pour moi si tu étais mon témoin. Tu as montré à mes enfants ce qu'un père devrait être. Stéphane. Mon téléphone a sonné. Guillaume. Papa, tu l'as reçu? L'invitation? Ouais, je viens de l'ouvrir. Il m'a demandé d'être son témoin. La voix de Guillaume portait des émotions compliquées. Je sais que c'est bizarre, mais il a vraiment changé. Sobre depuis 5 ans, travaille au centre de désintox, aide d'autres personnes à s'en sortir. Je veux soutenir ça. Alors tu devrais, dis-je sans hésitation. Tu n'es pas fâché? Pourquoi serais-je fâché? Stéphane est ton père, Guillaume. La biologie compte. S'il fait le travail pour être meilleur, ça mérite d'être reconnu. Guillaume est resté silencieux un instant. Maman pète les plombs. Elle a découvert qu'il t'avait invité et pas elle. Elle a dit que c'est une trahison. Bien sûr qu'elle l'a dit. Dans l'esprit d'Alice, l'histoire de rédemption de Stéphane était une autre chose qu'on lui enlevait. Elle avait avancé, reconstruit sa vie après que son addiction eut détruit leur mariage. Maintenant, c'était lui qui s'épanouissait alors qu'elle était celle qui s'effondrait. Qu'est-ce que tu lui as dit, demandai-je. Que c'est le mariage de Stéphane. Le choix de Stéphane. Elle n'a pas aimé cette réponse. Je suis sûr que non. J'ai regardé l'invitation à nouveau. Dis à Stéphane que je serai là. Vraiment? Vraiment. Et Guillaume? Je suis fier de toi pour avoir gardé l'esprit ouvert au sujet de ton père. Ça demande du courage. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à Stéphane directement. Honneur d'être à tes côtés. Félicitations pour les 5 ans et pour Béatrice. Sa réponse est venue vite. Merci, mon frère. Ça signifie tout. Le mot pesait lourd. Stéphane et moi avions construit quelque chose d'inattendu au cours des 2 dernières années. Un respect mutuel né de l'amour partagé pour les 2 mêmes enfants. Il les avait laissés tomber une fois, mais était déterminé à ne pas les laisser tomber à nouveau. Cela méritait d'être reconnu. Cet après-midi-là, j'ai pris un café avec Amandine. Nous nous voyons une fois par semaine depuis le dîner des anciens. Attentif à garder les choses platoniques, juste de vieux amis qui renouent.
Mais il y avait quelque chose là, un courant sous-jacent qu'aucun de nous n'abordait directement. Stéphane m'a invité à son mariage, lui dis-je en remuant le sucre dans mon café. Amandine a haussé les sourcils. L'ex-mari de ta femme t'a invité à son mariage? Bientôt ex-femme. Et oui, apparemment je suis son témoin. C'est soit très mature, soit très bizarre. Peut-être les deux. Je lui ai montré l'invitation. Il a travaillé dur pour reconstruire sa relation avec Guillaume et Chloé. Je respecte ça. Tu es un homme meilleur que la plupart, dit Amandine en m'étudiant. La plupart des gars en voudraient à l'ex de leur femme, surtout dans ta situation. La rancune demande de l'énergie. Je n'en ai pas. Stéphane essaie. C'est plus que ce que fait Alice. Amandine posa sa tasse. Son expression changeant pour quelque chose de plus sérieux. Je peux te demander quelque chose de personnel. Vas-y. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? Parce que tu sembles remarquablement calme pour quelqu'un qui traverse un divorce. J'ai réfléchi à la question. Est-ce que j'allais bien? La plupart des jours, oui. Certaines nuits, allongé dans une chambre d'hôtel qui sentait le nettoyant industriel, je ressentais la perte comme un poids physique. Mais globalement, j'avançais. Je vais bien parce que je l'ai vu venir, dis-je enfin. J'ai eu 6 mois pour faire mon deuil tout en prétendant que tout allait bien. Au moment où ça a explosé, j'avais déjà fait le gros du travail de lâcher prise. Ce n'est pas facile. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est mieux que l'alternative. J'ai croisé son regard. Et toi? Ton divorce. Était-ce à l'amiable comme tu l'as dit ou était-ce la version polie? Elle a souri légèrement. Version polie. La vérité, c'est qu'il a trompé. Je l'ai découvert, demandé le divorce, pris la moitié de tout et déménagé pour recommencer. Il m'a fallu 2 ans pour arrêter d'être en colère. Je suis désolé. Ne le sois pas. La meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a fait réaliser que je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui ne valorise pas l'engagement. Elle fit une pause. C'est ce qui s'est passé avec Alice? Elle ne le valorisait pas. Elle valorisait l'idée de l'engagement plus que la réalité. Quand la réalité est devenue ennuyeuse, elle a regardé ailleurs. Sa perte, dit Amandine simplement. Nous avons fini notre café, sommes sortis sur le parking. Avant de monter dans sa voiture, Amandine s'est tournée vers moi. Je vais dire quelque chose et tu peux l'ignorer si tu veux, mais je pense que tu devrais savoir que te revoir après toutes ces années, ça m'a rappelé pourquoi j'avais craqué pour toi à la fac. Tu es stable, Marc. Tu es présent. C'est rare. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué. Amandine, je ne demande rien. Elle m'interrompit doucement. Tu es encore mariée, encore en train de gérer tout ça. Je voulais juste que tu saches que quand tu seras prêt, si ça t'intéresse, j'aimerais voir où cela pourrait mener. Pas de pression, pas d'attente, juste une possibilité. Elle est montée dans sa voiture et est partie, me laissant debout sur le parking avec une invitation à un mariage dans une main et la possibilité de quelque chose de nouveau dans l'autre. L'audience préliminaire a eu lieu un mardi pluvieux de mars. Robert m'avait préparé minutieusement, répondre aux questions directement, rester calme, ne pas s'engager dans les appels émotionnels d'Alice. Le juge examinerait nos requêtes déposées et rendrait des décisions initiales sur la garde temporaire et le gel des avoirs. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Lambris de bois et lumière fluorescente, une poignée d'autres affaires attendant avant la nôtre. Alice était assise de l'autre côté de l'allée avec Maître Pradier, refusant de me regarder. Elle avait perdu du poids, son tailleur flottant sur sa silhouette. Quand notre affaire a été appelée, nous nous sommes approchés de la barre. La juge Patricia Blanc était dans la soixantaine, cheveux gris tirés en arrière, lunettes de lecture perchées sur son nez. Elle a examiné le dossier avec une efficacité rodée. Monsieur Boucharon, vous demandez la garde principale de l'enfant mineur, Chloé, 17 ans. Oui, votre honneur. Chloé a exprimé une préférence claire pour résider avec moi. Elle séjourne actuellement avec moi et ce depuis le mois dernier. Madame, quelle est votre position? La voix d'Alice tremblait. Votre honneur, ma fille est influencée par son beau-père. Je suis sa mère. Elle doit être avec moi. Est-ce que Chloé est au tribunal aujourd'hui? Elle est à l'école,
votre honneur, répondit Robert. Mais nous avons une déclaration signée de sa part indiquant sa préférence. La juge Blanc a lu le document, puis a regardé Alice. Madame, votre fille a 17 ans. Sa préférence a un poids significatif. À moins que vous ne puissiez montrer des preuves d'aliénation parentale ou de conditions dangereuses, cette cour est encline à honorer ses souhaits. Mais il l'a monté contre moi. La contenance d'Alice se fractura. Il a empoisonné son esprit. Madame, contrôlez-vous, dit la juge fermement. Présentez des preuves ou acceptez l'arrangement temporaire. Maître Pradier a mis une main sur le bras d'Alice, a chuchoté quelque chose. Elle s'est tue, les larmes coulant sur son visage. La juge a continué, la garde temporaire de Chloé est accordée à monsieur Marc Boucharon en attendant l'audience finale de divorce. Maintenant, concernant les biens matrimoniaux. Robert a présenté notre cas. Le contrat de mariage, la faute, les virements documentés à Cédric Imbert. La juge a écouté, posant occasionnellement des questions. Madame, vous avez transféré environ 2500 € d'un compte conjoint à monsieur Cédric Imbert sur 8 mois. Quel était le but? C'était un prêt, votre honneur. Il avait des difficultés financières. Avez-vous informé votre mari de ces virements? Non. Mais est-ce que monsieur Imbert a remboursé ses prêts? Alice a hésité. Pas encore, mais il le fera. Avez-vous une reconnaissance de dette? Une documentation des termes du prêt? Non, votre honneur. C'était entre amis. La juge Blanc a retiré ses lunettes, a regardé Alice avec quelque chose comme de la pitié. Madame, transférer des fonds conjugaux sans la connaissance ou le consentement du conjoint est problématique. Combiné aux preuves de faute conjugale, cette cour trouve des motifs pour appliquer les clauses du contrat de mariage. Le domicile conjugal restera en la possession exclusive de monsieur Boucharon. Les comptes de retraite seront divisés selon les termes prévus en cas de faute. Madame devra restituer tous les fonds transférés ou monsieur Imbert fera l'objet d'une poursuite civile. Le véhicule titré au nom de monsieur Boucharon reste sa propriété. Alice sanglotait ouvertement maintenant. Pradier essayait de la réconforter, mais elle le repoussait. Madame, dit la juge, son ton s'adoucissant légèrement. Vous aviez le choix. Vous avez fait ces choix. Ce sont les conséquences. L'audience est levée. Audience finale prévue pour le 15 juin. Le marteau est tombé. En sortant du palais de justice, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de l'épuisement. Alice s'était autodétruite et j'avais été celui qui tenait l'allumette. Ou peut-être qu'elle la tenait depuis le début et j'ai juste arrêté d'essayer de l'éteindre. Robert m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est bien passé. La juge Blanc ne tranche pas souvent aussi décisivement dans les audiences préliminaires. Ça ne ressemble pas à une victoire. C'est parce que vous êtes une personne décente, Marc. Mais décent ne veut pas dire paillasson. Vous vous êtes protégé et avez protégé votre fille. C'est ce que font les pères. Je suis retourné au club, je me suis jeté dans le travail, examiné des demandes, planifié un tournoi de printemps, n'importe quoi pour éviter de penser au visage d'Alice dans cette salle d'audience. Mon téléphone a vibré vers 16 heures. Texto d'Amandine. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu. Garde temporaire accordée. Actif principalement sécurisé. Envie de compagnie pour le dîner? Pas d'attente, juste du soutien amical. J'ai hésité, puis tapé. J'aimerais bien. Chez Luigi à 19h. On se voit là-bas. Peut-être que Robert avait raison. Peut-être que me protéger ne me rendait pas cruel. Peut-être que cela me rendait juste assez intelligent pour savoir quand s'éloigner du feu. Le mariage de Stéphane était tout ce que celui d'Alice et moi n'avait pas été. Petit, intime, honnête. 40 personnes dans une chapelle surplombant un vignoble. Béatrice dans une robe crème simple. Stéphane en costume bleu marine. Tous deux rayonnant d'un bonheur durement gagné. Je me tenais à côté de Guillaume à l'hôtel en regardant Stéphane réciter des vœux qu'il avait écrits lui-même. Je promets d'être présent chaque jour, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Je promets de te choisir. De nous choisir. De choisir la vie que nous construisons ensemble. Les mots frappent différemment quand vous avez vu quelqu'un échouer à ses promesses, puis se battre comme un diable pour devenir quelqu'un capable de les tenir. À la réception,
Stéphane m'a pris à part. Merci d'être là, d'être à mes côtés là-haut. Je sais que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, dis-je honnêtement. Tu es un homme bon maintenant. C'est ce qui compte. Je ne l'ai pas toujours été. Tu as comblé les vides que j'ai laissés. Élevé mes enfants quand je ne pouvais pas. Sa voix est devenue épaisse. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant pour ça. Nous étions là. Deux hommes qui aimaient les deux mêmes enfants, qui avaient tous deux été mariés à la même femme, qui avaient trouvé une fraternité inattendue dans les décombres. Ce sont des enfants géniaux, dis-je. Facile à aimer. Plus tard, en dansant avec Amandine, qui était venue comme ma cavalière, j'ai surpris Guillaume en train de nous regarder de l'autre côté de la salle. Il a souri, m'a fait un pouce en l'air. Chloé était à côté de lui, riant à quelque chose que la nièce de Béatrice avait dit. Ils avaient l'air heureux. C'était suffisant. Tu penses à ton propre mariage, taquina Amandine. Le divorce n'est même pas encore finalisé. Une étape à la fois. C'est juste. Elle posa sa tête sur mon épaule. Mais quand tu seras prêt, je ne vais nulle part. 3 semaines plus tard, l'audience finale de divorce a eu lieu avec un minimum de drame. Alice n'a pas contesté les termes. La juge Blanc a signé les papiers et juste comme ça, 8 ans se sont dissous dans des documents légaux. En sortant du tribunal, j'ai vérifié mon téléphone. Email de l'agence d'adoption. Objet, candidature réactivée. Ma main tremblait en l'ouvrant. Avec le divorce finalisé et la preuve de revenus et de logement stable, ma demande pour Mia avait été remise en statut actif. Délai estimé, 3 à 4 mois. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement. Mia aurait sa famille après tout. Décembre est arrivé avec la pluie froide et la saison la plus chargée à Beauvallon. J'avais emménagé dans une maison en octobre. 3 chambres, petit jardin, de la place pour tout le monde. Chloé avait son propre espace décoré exactement comme elle le voulait. La 3e chambre attendait, peinte en jaune, des animaux en peluche alignés sur des étagères. Mia est arrivée un mardi. L'assistante sociale l'a amenée à la maison à 15 heures. Cette petite fille de 8 ans avec des traits sombres et des yeux énormes serrant un ours en peluche usé. Elle avait l'air terrifiée. « Salut, Mia, dis-je, m'accroupissant à son niveau. Je suis Marc. Je t'ai écrit. » Elle a hoché la tête, n'a pas parlé. « Voici ta sœur, Chloé, ai-je continué. » Chloé a fait un signe de la main, souriant doucement. « Et voici Amandine. Elle m'a aidé à préparer ta chambre. »« Tu veux la voir ?» demanda Chloé. Mia a hoché la tête à nouveau. Chloé lui a pris la main, l'a conduite à l'intérieur. Je les ai regardés disparaître dans le couloir. J'ai entendu la voix excitée de Chloé expliquant où tout se trouvait. Amandine m'a serré l'épaule. « Tu l'as fait. Nous l'avons fait. » L'assistante sociale m'a remis des papiers, a expliqué la période de placement à l'essai, planifié les visites de suivi. Je l'entendais à peine, trop concentré sur le son de la petite voix de Mia parlant enfin, interrogeant Chloé sur l'éléphant en peluche sur le lit. Ce soir-là, après que Mia se fut endormie dans sa nouvelle chambre, je me suis assis sur la terrasse arrière avec Amandine. Elle était présente de plus en plus ces derniers mois, construisant soigneusement des relations avec Chloé et maintenant Mia. Rien de précipité, rien de forcé, juste une présence constante. « Tu penses qu'elle va s'adapter ?» demanda Amandine. « Elle le fera. Les enfants sont résilients. » J'ai pris sa main. « Merci d'être là pour tout ça. Où serais-je ailleurs ? » Une voiture s'est garée devant. Guillaume rentrait de l'université pour les vacances d'hiver. Il est venu par derrière. A souri quand il nous a vus. « Elle est là ? Endormie en haut. Chambre jaune. Tu peux jeter un coup d'œil. Vas-y doucement. » Il est entré. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, le doux grincement de la porte de Mia s'ouvrant, se fermant. Quand il est ressorti, ses yeux étaient humides. Elle a l'air si petite dans ce grand lit. Elle va grandir dedans. Guillaume s'est assis sur les marches de la terrasse, à regarder le jardin. Tu sais, quand maman a tout détruit, je pensais que notre famille était finie. Mais on n'est pas fini. On est juste différents. Mieux peut-être ?
Définitivement mieux. Chloé a appelé depuis l'encadrement de la porte. Elle avait écouté. On s'est choisis les uns les autres. Ça compte plus que la biologie. Elle avait raison. Cette famille, construite à partir de morceaux brisés et de secondes chances, maintenue par le choix et l'engagement, était plus forte que tout ce que la biologie pouvait créer. Mon téléphone a vibré. Email d'Alice. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois. Pas depuis que le divorce avait été finalisé. Objet, je suis désolé. Je l'ai ouvert. Marc, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais j'avais besoin de dire ça. Je suis désolé. Pas de m'être fait prendre, pas d'avoir tout perdu, mais d'avoir jeté quelqu'un qui m'aimait vraiment. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Les enfants méritent mieux. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu as trouvé la paix. Tu l'as mérité, Alice. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai levé les yeux vers les gens sur ma terrasse. Guillaume, Chloé, Amandine, Mia dormant à l'étage. C'était ma famille maintenant. C'était la paix. J'ai répondu, je te pardonne. Prends soin de toi. Puis j'ai rangé le téléphone et je suis retourné à ma vie.